Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Paquette, je suis moniteur en conditionnement physique à la garnison Valcartier. Aujourd'hui, je vous présente un atelier sur les techniques d'entraînement et la planification de séances. Donc, c'est la deuxième partie, on a vu il y a quelques semaines sur la course à pied. Aujourd'hui, sur la musculation. Je vous rappelle que nos ateliers se retrouvent sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller vous y abonner. Donc, je rappelle qu'on trouve tous les ateliers qu'on a fait depuis le début du confinement, ainsi que des entraînements que l'on fait de manière hebdomadaire. Le plan de la présentation d'aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va faire un petit rappel si vous avez vu mon atelier la semaine passée sur les principes d'entraînement. On va faire un petit peu pas mal quand même de théorie sur les adaptations physiques et physiologiques, les types de contractions musculaires. Et par la suite, on va embarquer dans le plus concret avec la programmation en musculation, l'échauffement. On va passer à travers quelques méthodes de développement musculaire. D'abord, les principes d'entraînement. On a en premier la surcharge. Donc, la surcharge, c'est quoi? C'est l'intensité, le volume des entraînements qui doivent représenter un défi suffisant pour la personne pour que l'obliger à produire un effort. Donc, l'intensité en musculation, il faut savoir que c'est la charge levée, c'est le temps sous tension, le tempo, l'amplitude de mouvement, la densité qui est la diminution du repos à travers les semaines. Donc, c'est ce genre de challenge-là qu'il faut apporter au corps pour créer des adaptations. Ensuite, on a l'individualité. Donc, l'individualité, c'est que l'entraînement doit adapter aux capacités de la personne et que chaque personne réagit différemment à un programme. Donc, si deux personnes ont le même programme de musculation, il y a une personne qui peut progresser plus rapidement que l'autre. Par la suite, la spécificité, donc c'est l'adaptation du corps à une activité qui est spécifique à cette activité-là, justement. Donc, si par exemple, on veut travailler notre puissance pour notre power skating au hockey, ben, on va focuser sur l'entraînement bas du corps. Donc, c'est logique, c'est aller spécifique à ce que l'on veut entraîner. La réversibilité, c'est que malheureusement, si on arrête de s'entraîner, les effets vont être inverses. Donc, au lieu de créer des adaptations, le corps va subir un désentraînement de certains paramètres. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenir ses acquis en continuant l'entraînement. La progression, c'est que la surcharge doit être introduite progressivement à travers les semaines, question de ne pas créer un trop grand stimuli puis causer des blessures. La récupération rentre là-dedans, donc il suffit que très important d'avoir une bonne récupération après chacune des séances ou que ce soit bien coordonné afin d'atteindre les pics que l'on veut suite à la surcharge. Comme vous le savez, la musculation est très bénéfique au niveau de la santé, au niveau de la performance, puis au niveau de la réhabilitation. Au niveau de la santé, on pense à ça améliore nos capacités dans nos activités de la vie quotidienne ou domestique, diminution de l'hypertension, agit en tant qu'anti-stress. D'un point de vue un peu plus performance, ben, les athlètes font beaucoup de musculation pour performer dans leur domaine. Puis, au niveau de la réhabilitation, ben, les gens blessés, s'ils veulent continuer à retourner comme avant dans l'activité de la vie quotidienne, ben, c'est quelque chose qui est très, très, très bénéfique de s'entraîner en musculation. Dans les prochaines diapos, on va voir c'est quoi le rôle des fibres musculaires dans la contraction. Ça paraît un peu poussé, mais c'est quand même important qu'on démystifie certaines choses pour bien comprendre le travail du corps en entraînement en musculation. Fait que tout d'abord, vous avez le muscle qui est ici. Le muscle est composé de plusieurs faisceaux de fibres et que ces faisceaux de fibres-là sont constitués de plusieurs fibres musculaires, ce qu'on va parler tout à l'heure, et que ces fibres musculaires-là sont constituées de plusieurs myofibrilles et que ces myofibrilles-là se divisent en deux filaments qui sont responsables de la contraction musculaire. Donc, plusieurs fibres musculaires du même type sont regroupées ensemble et forment ce qu'on appelle l'unité motrice. Donc, tout ce qui l'information qui part du cerveau pour générer la contraction musculaire. Le muscle peut être constitué de trois types de fibres. Donc, type 1 dit lente, type 2A dit rapide, type 2B dit très rapide. Donc, on voit la résistance à la fatigue, ceux qui sont un petit peu plus utilisés en capacité aérobie ou en anaérobie, et la force produite. Donc, on voit que les types 1
sont utilisés un peu plus en capacité aérobie, puis que la force produite est très, très faible, et totalement l'inverse pour le type 2B. Si on extrapole ça en répétition avec le tableau en bas, donc on voit que les types 1 sont surtout sollicités entre 16 et 50 répétitions, entre 9 et 12 pour le type 2A, puis surtout sollicité à 6 à 8 répétitions pour le type 2B. Donc, on voit les gains en force à droite complètement. Donc, nombre de répétitions 1 à 5, excellent. 6 à 12, bon. Puis, on tombe en endurance rendu à 13 à 15 en montant. Important de savoir qu'en fonction de leur rôle, les muscles n'ont pas la même constitution de fibres. Si je pense à les muscles posturaux qui sont beaucoup plus endurants, eux ont une dominance en type 1, donc fibres lentes. Faut savoir que la disposition et la proportion des différents types de fibres, c'est déterminé génétiquement. Donc, les pourcentages sont sensiblement les mêmes chez chacun des individus, mais chez certains, ça peut être quand même assez différent. Si vous connaissez probablement quelqu'un qui a plus de facilité à prendre la masse, bien en fait, chez cette personne-là, il peut avoir une dominance un petit peu plus en type 2 sur certaines parties de son corps. Malheureusement, le type de fibre qui nous est déterminé génétiquement n'est pas modifiable. Par contre, les fibres peuvent s'adapter. Donc, si on crée un stress en surcharge avec nos fibres de type lente, par exemple, on peut tranquillement les transformer en fibres de type 2. Par contre, après l'interruption de l'entraînement, les fibres retournent à leur état initial. Donc, c'est important de travailler avec nos gènes pour obtenir des résultats. Exemple, une personne avec beaucoup de fibres lentes au niveau des cuisses aura des meilleurs gains en hypertrophie si on accentue le travail en endurance dans cette région-là. Le tableau démontre ici que peu importe le type de mouvement ou le type d'entraînement, les fibres de type lente seront toujours recrutées avant les fibres rapides. Aussi, ça démontre que plus la charge est élevée, plus il y a un nombre d'unités motrices qui est recruté afin d'engager plusieurs fibres dans la contraction musculaire, puis augmenter la force produite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une fibre musculaire qui est recrutée est nécessairement fatiguée. Donc, une fibre qui n'est pas fatiguée, c'est une fibre musculaire qui n'est pas entraînée. Donc, ça ne veut pas dire que même si les types 1 sont engagés dans la contraction musculaire, qu'il y a nécessairement fatigabilité. Ce que je viens de dire est résumé par le tableau juste ici. Donc, je vous explique. Ici, à gauche, on a les fibres de type 1. Ici, type 2A. Puis ici, type 2B. Si on prend un entraînement en endurance de 13 à 30 répétitions maximales, par exemple, on voit que ceux de type 1 sont sollicités et fatigués. Ceux de type 2A sont un petit peu sollicités et mais non fatigués. Puis tout simplement, ceux de type 2B non recrutés. Si on y va dans un entraînement un petit peu plus pesant à 6 à 12 RM, donc on a type 1 sont sollicités mais non fatigués, 2A sont fatigués et sollicités, et 2B sont tout un petit peu sollicités. Par la suite, on y va un petit peu plus pesant, 1 à 5 répétitions maximales. Donc, type 1 sollicité, non fatigué. Même chose, type 2A sollicité, un petit peu fatigué. Et les types 2B sont fatigués. Il faut savoir que ça a été prouvé que pour des fins d'hypertrophie, c'est important de combiner les étapes B, C, D et E. E, c'est de l'explosivité. Donc, vous pouvez intégrer des exercices d'endurance à la fin de vos entraînements d'hypertrophie pour stimuler les fibres lentes. Donc, on se rappelle, une fibre qui n'est pas fatiguée est une fibre qui n'est pas entraînée. Ça a été prouvé pour des gains d'hypertrophie. C'est important de toucher un petit peu tout à ça pour avoir des gains optimaux. Très souvent, chez les athlètes d'endurance, l'entraînement en force est négligé. Okay? C'est important d'intégrer dans sa planification annuelle des entraînements en force. Pourquoi? D'abord, parce que les fibres de type 1 gagnent un petit peu plus en force, ce qui fait en sorte que ça retarde l'utilisation des fibres de type 2 qui sont beaucoup plus demandants en énergie. L'autre point, c'est que l'entraînement en force fait que ça augmente la vitesse de génération de la force. Donc, la force est produite plus rapidement, se contracte moins longtemps. Donc, ça fait en sorte que le muscle est privé en oxygène moins longtemps. Donc, le muscle s'approvisionne davantage en oxygène, donc plus de performance
à ce niveau-là. Dans la vie de tous les jours, comme en entraînement, un stress, ça peut avoir un effet positif ou négatif. Si on regarde le schéma juste ici, on a 3 phases, donc la phase d'alarme, la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. Si on adapte ce schéma-là au niveau de l'entraînement, ça donne ce qui suit. Donc, on est juste ici, on est dans notre état initial, on ne s'est pas encore entraîné. Puis vient l'entraînement. Donc, il y a une fatigue qui est créée, des dommages musculaires, des courbatures, pour éventuellement embarquer dans le phénomène de surcompensation, créer les adaptations, créer les acquis au niveau de la performance. On est dans la phase de résistance, les performances augmentent, la sensation de douleur diminue, puis la récupération entre les entraînements augmente. Idéalement, suite à ça, ce serait de retourner dans une phase d'alarme afin d'éviter la phase d'épuisement. Donc, on crée une autre phase d'alarme pour éventuellement créer une autre surcompensation, aller chercher un pic un petit peu plus élevé, retourner dans la phase de résistance et en phase d'alarme. La phase d'épuisement, c'est lorsqu'on tombe en surentraînement et là, il peut y avoir un crash au niveau des performances. Okay? On ne veut pas rentrer dans cette phase ou du moins y rester trop longtemps. Pour le phénomène de la surcompensation que je parlais tantôt, donc l'entraînement crée un stress mécanique. Pendant la période de la récupération, l'organisme fait une surcompensation, puis ça nous place à un niveau légèrement plus élevé qu'auparavant pour par la suite redescendre à un état initial. Donc, c'est important de placer la deuxième séance au top de ce pic-là. Par contre, en musculation, c'est assez difficile à évaluer et à prévoir. Difficile à prévoir parce qu'en musculation, c'est difficile de bien gérer la récupération parce que dans une routine de plusieurs séances, certains muscles peuvent supporter l'activité des autres. Par exemple, c'est difficile de séparer complètement l'activité des épaules ou des pectoraux, des biceps et du dos. Par exemple, que vous faites une journée dos pectoraux, puis que le lendemain, vous faites biceps, triceps, mais c'est sûr et certain que la fatigue va être rapprochée puisque les biceps et les triceps vont être sollicités un tout petit peu dans la séance précédente. Donc, c'est difficile à gager à cause de ça. Puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, comme la récupération, le sommeil, la nutrition, l'hygiène de vie ou encore le stress. Si vous avez mal géré vos récupérations, que vos fréquences d'entraînement c'est trop élevé, bien vous pouvez tomber en surentraînement. Donc, il peut y avoir plusieurs signes et symptômes reliés à ça, soit une stagnation des performances ou encore une diminution de la force, avoir un effet sur votre humeur, vous êtes un petit peu plus dépressif, fatigué, perte d'appétit, perte de masse musculaire, puis un système immunitaire un peu plus faible. Si on y va dans le un petit peu plus concret, mais toujours dans le théorique, on y va avec les types de contractions musculaires. D'abord, on a la contraction concentrique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le travail se fait dans le raccourcissement du muscle, avec un rapprochement des 2 points d'attache du muscle. C'est souvent lorsque nous montons une charge contre la gravité. Par exemple, au squat, c'est votre phase de monter la pleine extension de la hanche et des genoux. Un tempo plus lent au niveau de la phase concentrique augmente grandement l'hypertrophie. Un concentrique plus rapide, lui, ça permet une augmentation de la force et un recrutement des fibres musculaires. Pour ce qui est de la contraction excentrique, c'est le travail se fait dans l'allongement du muscle, donc un éloignement des 2 points d'attache. C'est souvent lorsque nous retenons une charge contre la gravité. Donc, si je redonne l'exemple avec le squat, c'est dans la phase de descente. Pour la contraction excentrique, ça augmente le recrutement des unités motrices, recrute plus de fibres rapides, crée plus de dommages musculaires, augmentation de la force et de la régénération des tendons, puis ça augmente la stimulation du système nerveux. Et le troisième, le travail isométrique, donc ça se fait sans mouvement, donc on reste immobile sous la charge pendant plusieurs secondes dans un angle défini. Donc, comment procéder? Soit avec des charges plus lourdes, donc à peine 3 à 4 secondes, avec des charges plus légères jusqu'à 20 secondes. Et au-delà de 20 secondes, on considère que le travail revêt peu d'intérêt car l'isométrie empêche le retour veineux. Si on enchaîne avec les types de mouvements, donc on a d'abord le oxotonique, on entend très peu souvent le terme. Par contre, c'est tout simplement l'enchaînement d'une contraction concentrique suivie d'une contraction excentrique. Donc, la plupart des mouvements que vous faites déjà en musculation, c'est des mouvements oxotoniques que vous faites.
Par la suite, il y a statodynamique. Ça désigne l'enchaînement d'un travail isométrique suivi d'un travail concentrique explosif. Donc, les athlètes qui font un peu plus d'entraînement spécifique à leur sport, c'est un type de mouvement qu'ils font souvent. Puis, le pliométrique, donc cycle d'étirement-raccourcissement. Donc, le muscle se contracte dans un premier temps de façon excentrique, puis se raccourcit en travail concentrique. Si on embarque maintenant dans l'aspect théorique de la programmation en musculation, quelques points généraux à savoir. Donc, s'entraîner au moins 2 fois par semaine par groupe musculaire pour avoir des gains. Suite à ce que je vous ai expliqué tantôt par rapport au schéma, pas dépasser plus de 6 fois, question d'au moins garder une journée de récupération. Une fois les objectifs atteints, une fois par semaine d'entraînement peut suffire à maintenir les acquis. Là, on parle qu'on garde la même intensité et on conserve la qualité. Donc, même intensité, on garde les mêmes charges. Garder la même programmation pour un maximum de 6 à 8 semaines avec au moins 2 séances par semaine ou jusqu'à temps qu'il y ait un constat d'une bonne amélioration de la force. Donc, essayez de ne pas garder trop longtemps le même programme, sinon c'est sûr et certain qu'il va y avoir de la stagnation. Pendant les mouvements de musculation, très important de respirer. OK? Pas faire de Valsalva. Valsalva, c'est lorsqu'on bloque notre respiration. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont des patterns préférés d'expirer lors de la poussée ou l'inverse, mais l'important, grosso modo, c'est de prendre le temps de respirer, peu importe à quel type de contraction vous êtes rendu. Aussi, jamais forcer un mouvement dans la douleur, puisque ça provoque des microdéchirures nocives, puis il y a une perte d'élasticité qui peut devenir douloureux, puis créer éventuellement des blessures. Donc, pour le no pain, no gain, oui, en fait, c'est relatif. Donc, il y a une différence entre avoir une tension dans le muscle, sentir un petit peu d'effet de brûlure et vraiment une douleur qui peut causer blessure. Donc, la douleur est vraiment un signe que quelque chose ne va pas. Pour ce qui est de la programmation des exercices dans un programme, il y a certains principes qu'il faut respecter. D'abord, le principe de spécificité, puisque aussi simple que je veux entraîner le haut du corps, donc je vais faire des exercices haut du corps. Puis, il y a l'ordre des exercices qui n'est pas à négliger parce que c'est directement lié à l'objectif de la séance. Donc, si votre objectif est d'augmenter votre back squat, donc c'est l'exercice bas du corps que vous voulez plus améliorer, eh bien, ce serait de débuter avec ça. De règle générale, il faut solliciter d'abord les grosses masses musculaires. Recommander les abdos à la fin de la séance, puisque souvent les exercices qui sollicitent les grosses masses musculaires, on a besoin d'un bon gainage pour les exécuter. Si on fatigue les abdos avant, on est moins efficace, donc possibilité de blessure également. Puis, il faut faire une harmonie équilibre entre les muscles qui s'opposent, donc agonistes, antagonistes. Les muscles agonistes, antagonistes, par exemple, le muscle agoniste qui fait le mouvement, c'est les pectoraux, et le muscle contraire, antagoniste, ce serait les dorsaux. Durant une séance ou dans la programmation hebdomadaire. Donc, c'est correct de faire pas nécessairement agoniste, antagoniste durant la même séance, mais dans votre programmation hebdomadaire, essayez d'y penser. Donc, commencez avec l'exercice du plus technique au moins technique et faire les stabilisateurs à la fin. Donc, la raison, je l'ai expliqué tantôt dans mon exemple de abdos et deadlift. Si on prend l'exemple d'une programmation d'une séance de musculation complète, OK, que vous faites peut-être 2-3 fois dans une semaine, donc qui touche à tout. Donc, on commencerait avec les jambes et les cuisses puisque c'est les plus grosses masses musculaires. Après ça, on irait avec le torse, donc le dos, la poitrine, les épaules, compléter avec les bras, puis finir avec la séance de stabilisation des abdominaux. Dans nos choix d'exercices par rapport à notre programmation, il y a souvent des patterns qui sont négligés. Tout d'abord, il faut tenir compte de sa mobilité et de sa capacité. Par exemple, sa mobilité, souvent, moi-même c'est le cas, manque de mobilité au niveau des chevilles au squat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Donc, au lieu d'effectuer le mouvement tout croche, vous pouvez utiliser le split squat comme exercice alternatif pour gagner la mobilité au niveau de la cheville, puis travailler sensiblement les mêmes régions de muscles. Par la suite, c'est sa capacité. Donc, par exemple, vous avez un problème de contraction volontaire, donc vous compensez avec d'autres muscles pour exécuter un exercice. Donc, par exemple, le syndrome de la fesse molle. Donc, ça serait de renforcer votre fessier, question de mieux exécuter d'autres exercices un petit peu plus complexes. La fatigue, retour à l'entraînement. Donc, la réversibilité, un des principes qu'on a parlé au début. Donc, vous avez arrêté de vous entraîner pendant un certain temps, mais vous voulez progresser, vous voulez retourner dans les mêmes mouvements que vous faisiez auparavant.
mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc, commencez progressivement. Donc, même chose pour les exercices du programme précédent. Choix d'équipement, bien important à penser, donc machine versus poids libre. Donc, les machines, ça ne travaille pas nécessairement les muscles stabilisateurs. D'un autre côté, les poids libres n'isolent pas les muscles visés. Mais au final, les deux mettent le muscle sous tension, mais différemment. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais, ça dépend de votre objectif. En deuxième lieu, il y a la charge d'entraînement. Donc, on a parlé tantôt avec les principes d'entraînement, la surcharge. Donc, durant l'entraînement, l'objectif est de créer un stress sur le corps, récupérer pour ensuite réexposer le corps à un autre stress. Donc, si les charges d'entraînement restent trop longtemps constantes, ça n'exerce plus aucun effet sur l'amélioration de la performance puisque le corps s'y habitue. Donc, souvent, les gens vont en musculation, mais restent des mois avec les mêmes charges. Donc, il n'y a aucune augmentation des performances à ce niveau-là. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer également dans la surcharge. Donc, il y a l'intensité, le volume, l'amplitude de mouvement, puis la fréquence. Le premier paramètre qu'on peut utiliser pour stresser le corps, c'est l'intensité. Donc, en musculation, c'est défini par le pourcentage de charge levée par rapport à une répétition maximale d'une personne. Donc, cette répétition maximale-là, c'est communément appelé le 1RM, qui est le poids maximum qu'on peut soulever, tirer ou pousser lors d'une seule répétition. Donc, c'est nécessaire, selon les objectifs qui sont visés, de définir cette charge maximale-là le plus tôt possible. Donc, plus la charge levée sera proche de notre 1RM, plus l'intensité de notre entraînement sera élevée. Comment trouver ce fameux 1RM-là? C'est de progresser par étapes. Donc, il faut effectuer plusieurs séries comportant un certain nombre de répétitions. Chaque série doit être entrecoupée d'un temps de récupération de 3 à 5 minutes, question d'avoir l'énergie nécessaire pour soulever notre charge. À chaque série, il faut augmenter la charge de façon progressive jusqu'à arriver à la charge maximale. Donc, la façon dont la série est réalisée déterminera la progression de la charge pour la série suivante. Donc, un exemple de progression, donc on fait 2 fois 8 répétitions, on tombe à 6, 5, puis 3, jusqu'à arriver à notre 1RM. Pour ceux qui sont moins habitués, je vous suggère de trouver le 3RM, puis de l'extrapoler en fonction du tableau de la diapo suivante. Le tableau ici représente le nombre de répétitions maximales par rapport au pourcentage du maximal. Donc, il suffit de jouer avec ça, de l'extrapoler pour savoir quel est votre nombre de répétitions maximales. Donc, il faut savoir que les pourcentages peuvent varier selon le type de fibre musculaire d'un individu ou encore d'autres facteurs externes comme la fatigue, le type d'entraînement peuvent également l'influencer. Mais grosso modo, si on extrapole, ça devrait relativement ressembler à ça. Idéalement, la progression de la charge optimale entre chaque séance ou semaine d'entraînement devrait être entre 1 et 3 %. Donc, ce pourcentage d'augmentation-là dépend de l'exercice et aussi évidemment de la personne. Très important que la technique demeure numéro 1, même après l'augmentation de la charge. Donc, souvent, les gens veulent augmenter rapidement leur charge, mais viennent tout croche dans leur mouvement, donc plus propice aux blessures. Si on y va de 2 exemples, donc par exemple, le premier, donc la semaine 1, vous êtes à 100 livres, 3 répétitions, 10, la technique c'est numéro 1, puis le tempo prescrit est respecté. Excellent. À la semaine 2, grosse augmentation donc de la charge. Les 3 séries sont de 9 répétitions, la technique est tout croche, puis vous ne respectez pas le tempo qui est prescrit. Donc, ce n'est pas une progression idéale. L'autre, donc, même chose, les répétitions demeurent les mêmes, petite augmentation de la charge, donc de 2,5 livres, la technique reste numéro 1, puis il y a respect du tempo qui est prescrit. Donc, c'est ça qu'on veut comme progression de charge. Le deuxième paramètre pour créer une surcharge est le volume. En musculation, il est calculé par le nombre total de répétitions et le temps sous tension. Donc, par exemple, pour un exercice, il peut être calculé en multipliant le nombre de séries par le temps d'exécution. Le temps d'exécution, lui, est calculé par le tempo multiplié par le nombre de répétitions. Il suffit d'additionner les temps pour chacun des exercices pour trouver le volume total de la séance. Donc, il est important de savoir que le volume est inversement proportionnel à l'intensité lors d'un même exercice. Donc, si le volume augmente, l'intensité baisse et vice-versa. L'augmentation du volume doit se faire de manière progressive afin d'éviter le surentraînement qu'on a vu tantôt. Donc, ça doit se faire, par exemple, ici en 4 phases.
Donc, augmentation progressive du nombre de séries, donc du temps sous tension pour, à la phase 4, mettre un petit peu plus de récupération. Donc, on garde l'intensité, donc la charge demeure la même. Par contre, grande diminution au niveau des séries. Ce qu'il faut savoir pour les répétitions dans notre volume d'entraînement, c'est que le corps s'adapte plus rapidement aux répétitions qu'aux exercices. Donc, de programme qui suit, on peut garder les mêmes exercices, mais jouer avec le nombre de répétitions et le temps sous tension. Le type de fibre musculaire que l'on veut cibler dicte le nombre de répétitions. Donc, on l'a vu dans le tableau initialement. Donc, si on veut cibler les types de fibres 2, par exemple, on doit mettre des charges beaucoup plus lourdes, donc des répétitions beaucoup moins élevées. Donc, faire de basses répétitions avec des charges plus élevées augmentera le recrutement des fibres par le système nerveux et augmentera l'hypertrophie. Faire de hautes répétitions travaillera les fibres lentes, augmente l'apport en nutriments dans les muscles, crée un stress métabolique et la capacité de travail. Tout ça peut mener également à des gains en hypertrophie sur le long terme. Donc, on se souvient le schéma des 3 types de fibres qui est recruté et fatigué. Donc, ça vient expliquer ça ici. Ce que l'on recommande pour les séries dans notre programmation, c'est que le nombre de séries devrait être inversement proportionnel au nombre de répétitions. Donc, si on a des répétitions un peu plus basses, on devrait augmenter le nombre de séries, question d'augmenter le temps sous tension au total de l'exercice. Un exercice qui est plus souvent exécuté d'avoir plus de séries afin de maîtriser le mouvement. Donc, le corps a besoin de plus d'exposition pour une meilleure progression. Le choix d'exercice dicte le nombre de séries. Donc, plus un exercice est demandant au niveau du système nerveux, plus le nombre de séries devrait être élevé. Par exemple, le deadlift. Par contre, chaque individu est différent. Donc, pour des questions physiologiques et psychologiques, certaines personnes ne peuvent pas bien tolérer un nombre de séries élevé. Donc, on parle souvent au niveau des débutants, ceux qui commencent en musculation, ça peut être un petit peu plus difficile. L'objectif de l'entraînement peut également déterminer le nombre de séries. Donc, par exemple, un entraînement qui est plus une récupération active, donc on va faire un petit peu moins de séries, ou dans un cas contraire, on veut tester une charge maximale ou on va améliorer un muscle plus faible pour une contraction maximale. Donc, on va augmenter un petit peu plus le nombre de séries à ce moment-là. Le repos, là, on parle du repos ici, pas suite à une séance, mais bien entre chacune des séries. Donc, c'est très souvent sous-estimé puisqu'il y a un impact majeur sur les résultats. Si le temps de récupération n'est pas approprié, que ce soit trop long ou trop court, les muscles deviennent moins forts ou moins endurants. Donc, évidemment, les temps de repos plus longs sont optimaux pour le développement de la force et de l'hypertrophie, tandis que les repos plus courts sont intéressants pour la perte de gras. Modifier les temps de repos, ça peut augmenter le travail métabolique, puis augmenter la capacité de travail. Il faut savoir que le système nerveux prend 5 à 7 fois plus de temps à récupérer que le système musculaire. Donc, plus le pourcentage de la charge soulevée est élevé, plus le repos devrait être long. En hypertrophie, un principe qui est important, c'est plus l'entraînement avance dans le temps, plus le temps de repos devrait diminuer. Donc, je vais vous montrer des exemples plus tard dans les diapos qui suivent. Exemple de progression sur 4 semaines où le repos est notre stimuli pour créer des adaptations. Donc, le nombre de séries, le nombre de répétitions et le tempo demeurent le même. Ce qu'on change, c'est un 30 secondes de récupération entre chacune des séries. Donc, ça vient créer un challenge que souvent, on n'a pas tendance à penser. Souvent, on crée un challenge en jouant avec les répétitions, les séries, mais le repos, ça peut être quand même assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des répétitions, des séries et du repos par rapport à chacun des types d'entraînement? Donc, pour ce qui est de la force relative, donc, la force relative, c'est l'augmentation de la force par stimulation du système nerveux, donc la force maximale qu'une personne peut générer par rapport à son poids. Donc, le nombre de répétitions visées, c'est 1 à 5. Pourcentage d'intensité par rapport à la charte qu'on a vue tantôt, c'est 85 à 100. Environ 4 à 6 séries. Puis, le nombre d'exercices par groupe musculaire, on parle de 1 à 2. Puis, un repos variant de 3 à 5 minutes. Pour ce qui est de l'hypertrophie, donc il y en a deux, donc l'hypertrophie fonctionnelle et l'hypertrophie maximale. Donc l'hypertrophie fonctionnelle, c'est un compromis entre la force et l'hypertrophie, où le nombre de répétitions varie entre 6 et 8, intensité 80-85, on parle de 2 à 4 séries, nombre d'exercices par groupe musculaire 2 à 4 également, et un repos environnant de 2 minutes. Pour l'hypertrophie maximale, on augmente les répétitions de 8 à 12, on diminue un peu l'intensité de la charge,
même nombre de séries, même nombre d'exercices par groupe musculaire, puis le repos variant d'entre 1 et 2 minutes. La force endurance, donc c'est l'augmentation de l'endurance musculaire avec peu d'augmentation d'hypertrophie. Le nombre de répétitions augmente, l'intensité de la charge diminue, le nombre de séries demeure sensiblement le même, le nombre d'exercices par groupe musculaire également, et le repos est un petit peu plus court. Le tempo, on en parle depuis tantôt, mais là, on prend le temps de le définir. Donc, c'est le temps que le muscle doit maintenir une contraction contre une charge. Donc, c'est le temps que le muscle est sous tension. C'est un des paramètres les plus importants puisqu'il dicte l'effet de l'entraînement beaucoup plus que le nombre de répétitions. Donc, on a vu tantôt qu'un temps accentué en concentrique aidait pour l'hypertrophie, tandis qu'un temps beaucoup plus en excentrique aidait beaucoup pour la force. Donc, par exemple, un exercice de 8 répétitions peut être exécuté en 10 secondes ou 40 secondes. Donc ça peut vraiment varier le gain en entraînement. Ça a été démontré que l'hypertrophie se produit entre 30 et 70 secondes sous tension. Donc, quand le muscle est sous tension pendant 30 à 70 secondes. En hypertrophie, plus l'entraînement avance, plus le temps sous tension devrait augmenter. Donc, on peut à ce moment-là augmenter le temps sous tension en augmentant le nombre de séries, de répétitions ou encore justement jouant avec le tempo. Dans la diapo qui suit, un petit vidéo explicatif sur le tempo. L'entraînement en tempo permet de modifier une variable souvent négligée, le temps sous tension. Une prescription de tempo est constituée de 4 chiffres qui se lient dans cet ordre. Le premier chiffre détermine le temps pour effectuer la phase excentrique, le second la phase isométrique, le troisième la portion concentrique du mouvement et le dernier la position de départ ou la position neutre. Le premier exemple de tempo s'écrit 5, 0, x, 0. Ça signifie que la phase excentrique est en 5 secondes et qu'il n'y a pas de phase isométrique. Le x signifie qu'on remonte le plus vite possible. Le 0 à la fin veut dire qu'on ne reste pas dans la position de départ, donc le mouvement s'enchaînerait sans pause. Une phase excentrique plus longue facilite l'apprentissage technique, tandis que lorsqu'on accélère la phase concentrique, on développe l'explosivité et la vitesse. Le prochain exemple de tempo s'écrit 3, 3, 3, 0. Ralentir les phases permet de développer une meilleure conscience corporelle et donc d'avoir plus de contrôle lors des mouvements. Dans cet exemple, le tempo s'écrit 2, 5, 1, 0. Augmenter la phase isométrique permet de passer plus de temps en contraction à la limite de la mobilité ou dans l'étirement complet de la fibre musculaire. Dans tous les cas, augmenter le temps sous tension à l'aide du tempo permet de travailler davantage en endurance. Lorsque bien utilisé, l'augmentation du temps sous tension permet aussi un meilleur développement de la masse musculaire. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Un troisième paramètre qui permet de créer un stress, c'est jouer avec l'amplitude de mouvement. De façon générale, il faut travailler le plus possible en pleine amplitude puisque des demi-répétitions souvent veut dire des demi-résultats. Il y a une augmentation du risque de blessure. Ça inhibe le recrutement des muscles antagonistes. Puis, il faut savoir qu'au minimum 90% des entraînements devraient être en amplitude complète. Par contre, il est quand même possible de progresser avec une augmentation de l'amplitude, surtout si, par exemple, il y a une phase de notre soulevé où on a un petit peu plus de difficulté, on semble manquer de force. Donc, cette méthode fonctionne avec des exercices particuliers. Idéalement, la charge devrait rester la même de semaine en semaine. Il y a juste l'amplitude de mouvement qui devrait progresser. Donc, on parle ici du deadlift, par exemple, qu'à la semaine 1, la barre partirait du genou, à la semaine 2 du mi-tibia, à la semaine 3 à partir du sol, puis à la semaine 4, on pourrait partir d'un podium. Donc, il y a une progression qui se fait de semaine en semaine au niveau de l'amplitude de mouvement. La fréquence, quatrième paramètre avec quoi on peut jouer, donc c'est le nombre de fois par semaine qu'on entraîne un groupe musculaire. Donc, elle est en fonction du volume et l'intensité. Donc, une fréquence trop faible entraînera peu de résultats, puis trop haute, un surentraînement. Donc, c'est important de jouer avec ça intelligemment. Donc, plusieurs facteurs peuvent entrer en compte, mais généralement, chaque muscle
devrait être touché au minimum une fois par 5 jours pour avoir une progression idéale. Donc, c'est au minimum. Voici deux exemples comment moduler la fréquence pour un entraînement de 5 jours par semaine. Donc, on a à gauche une fréquence un peu plus basse où ce que le même entraînement revient moins souvent, où l'intensité de la charge est moyenne, où le volume est élevé, donc il devrait avoir un petit peu plus de séries. Donc, on a par exemple journée 1, pectoraux dos, 2 jambes, 3 bras. La quatrième journée, c'est le repos. Et à la cinquième journée, on répète la journée 1. La deuxième, qui est fréquence un petit peu plus élevée, où le même entraînement revient plus souvent, la charge devrait être élevée. Par contre, le volume, le nombre de séries devrait être un petit peu plus bas. Donc, tout le temps alterner haut et bas du corps avec une journée de repos à l'intérieur de ça. Puis, à la journée 7, soit un repos ou on répète à la journée du haut du corps. Si je résume ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut jouer avec plusieurs paramètres comme les exercices, l'intensité, les répétitions, les séries, le tempo, la période de récupération, l'amplitude de mouvement et la fréquence pour créer des adaptations, créer notre surcharge. Il faut savoir que les paramètres d'augmentation de charge, donc l'intensité, sont favorables à des gains de force, tandis que les autres vont être plus efficaces pour des gains en hypertrophie. Avant d'embarquer dans les méthodes de musculation, je veux vous parler de l'échauffement. L'échauffement varie avec l'expérience, la forme physique, la condition particulière ainsi que l'âge de chaque individu. En effet, plus on avance en âge, plus cette partie doit être longue et adaptée. Il y en est de même pour ceux qui reviennent d'une blessure ou encore qui ont une faiblesse. Donc, l'objectif d'accroître la mobilité améliore le débit sanguin, améliore les réactions du système nerveux quand on fait de grosses charges, réduire le risque de blessure évidemment, puis amélioration du rendement. Donc, souvent, ceux qui ne s'échauffent pas, vous vous rendez compte que vous avez moins de difficultés à votre série numéro 2 qu'à votre série numéro 1. C'est juste que votre série numéro 1, en fait, elle a plus servi d'échauffement que d'autres choses. Un échauffement devrait dicter le patron moteur, la charge, les répétitions et le tempo. Donc, l'échauffement doit aussi servir à activer le système nerveux, désensibiliser les organes tendineux de Golgi, puis stimuler les fibres musculaires que vous voulez solliciter durant l'entraînement. Les organes tendineux de Golgi, c'est en fait les disjoncteurs du corps. Donc, c'est ce qui régule la tension musculaire en présence de force excessive. Donc, c'est ce qui est activé si le corps est stressé par une charge trop grande. Donc, on veut les désensibiliser, question d'être capable de soulever nos grandes charges. On en a parlé dans l'autre atelier sur la course à pied, mais un échauffement comporte deux éléments clés, un échauffement général, puis un échauffement spécifique. Idéalement, il faut débuter avec une activité aérobie légère, progresser à une activité dynamique spécifique et y aller vraiment dans le mouvement spécifique par rapport à la séance qu'on va faire. L'activité aérobie légère, ça consiste à avoir une échelle de perception de l'effort aux alentours de 4-6 sur 10. L'activité, choisir quelque chose qui est en lien avec la séance que vous allez faire, soit jogging, vélo, rameur, etc. Si vous voulez y aller un petit peu plus haut du corps, je vous suggère justement une activité qui sollicite un peu plus le haut du corps, comme le rameur ou la soul bike, par exemple. L'activité dynamique spécifique, donc c'est du mouvement actif ou passif. Aller chercher de l'amplitude de mouvement. Donc, on a des exemples ici. Ça peut être un genou haut, talon fesse, que le mouvement peut se faire de manière dynamique ou pas. Des mouvements d'amplitude de mouvement comme rotation thoracique juste ici ou bouger les bras tout simplement. Par la suite, on embarque dans les mouvements spécifiques. Donc, c'est directement relié au mouvement de l'entraînement que vous allez faire. Donc, ici, on a l'exemple du back squat. On débute avec la mobilité de la hanche qui va nous permettre d'être plus à l'aise dans notre mouvement. Après ça, mobilité au niveau de la chaîne postérieure. Par la suite, on effectue une progression de charge, commencer avec des squats à l'aise ou avec très peu de charge pour éventuellement augmenter la charge pour arriver à notre charge d'entraînement. Exemple de progression de charge. Donc, pour un entraînement de 8 à 12 répétitions, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est 8 à 10 répétitions à 50% de la charge que vous pourriez utiliser avec seulement une minute de pause. Par la suite, on monte à 6 à 8 répétitions
à 75% de la charge utilisée, puis on débute l'entraînement. Un autre exemple pour une charge un petit peu plus lourde, donc des répétitions un peu plus basses. Donc, on débute avec 6 à 8 répétitions à 50% de la charge. On prend un repos un peu plus grand. 4 à 6 répétitions à 75, toujours un repos de 2 minutes. Puis, on arrive à 2 à 4 répétitions à 90%, toujours avec des 2 minutes de repos. Puis, on débute l'entraînement. On enchaîne maintenant avec les méthodes de développement musculaire. Donc, quelles sont-elles? Le premier qu'on va voir est la force-endurance. Donc, c'est probablement le plus utile pour les militaires puisqu'il faut être capable de maintenir un effort pendant un bon bout de temps. Donc, c'est avec des charges moins lourdes, plus de répétitions. C'est la base pour l'entraînement de l'hypertrophie et de la force. Donc, ceux qui commencent en entraînement à musculation devraient commencer avec des entraînements un peu plus de force-endurance. Puis, ça permet de travailler en même temps le système cardiovasculaire et musculaire. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à ce niveau-là. Les avantages, donc ça diminue le niveau de fatigue dans les activités de la vie quotidienne, diminution du temps nécessaire à la récupération, puis il peut y avoir une perte de poids. Les inconvénients, donc ça peut altérer avec l'entraînement en force, donc une perte de force, puis tout dépendant de l'objectif, la perte de poids peut être un inconvénient également. Mythe ou réalité, est-ce qu'un athlète d'endurance qui fait de la musculation diminuera ses performances? Dans le fond, dire qu'il y a une quantité de travail supplémentaire, c'est une source de fatigue, prise de poids, hypertrophie, je vais être moins habile dans mes déplacements. Bien, en fait, c'est un mythe, car il faut un niveau optimal de force et de puissance afin d'assurer une bonne performance dans les épreuves d'endurance. Donc, quels sont les effets de l'entraînement à force sur l'endurance? Donc, ça modifie les capacités métaboliques des fibres musculaires. Ça fait travailler le système neuromusculaire à des niveaux de force supérieurs à ceux obtenus dans l'entraînement, engendre une économie de travail et amène l'athlète à utiliser un pourcentage plus bas de sa force. Si la force maximale augmente, la force déployée par une contraction sous-maximale sera faite à une intensité relativement plus basse et l'endurance de l'athlète devrait augmenter. Notion d'économie. Basé sur des recherches, il est reconnu que l'athlète peut, avec un entraînement en musculation, accroître sa force et sa puissance sans grossir ses muscles. De plus, ça n'affecte pas l'endurance ni le VO2 max. Puis, ça permet de réduire les blessures en éliminant les déséquilibres musculaires tout en tenant compte des particularités morphologiques de l'athlète. Donc, en course à pied, par exemple, donc, si elle améliore la performance endurance en jouant principalement sur un facteur, c'est l'efficacité mécanique. Donc, ça te prend moins d'énergie pour courir à la même vitesse qu'avant. Donc, si elle augmente, la musculation augmente la raideur des muscles et des tendons qui provoque une augmentation de la quantité d'énergie qui peut être emmagasinée puis restituée. Donc, un peu le mécanisme de ressort, si vous vous souvenez, si vous avez vu mon atelier sur la course à pied. Puis, ça améliore l'aptitude anaérobie, soit la capacité à fournir un effort bref et intense, qui peut être déterminante dans certaines portions de la course, comme par exemple les montées ou le sprint de la fin. Donc, qu'est-ce qu'un athlète d'endurance devrait faire? C'est s'entraîner en force et en puissance en salle de musculation, développer son endurance via l'entraînement de son épreuve d'endurance, soit la course à pied, vélo, etc. Ne pas négliger l'entraînement du corps, puis faire ses entraînements spécifiquement au groupe musculaire sollicité selon son épreuve, course à pied, vélo, rameur, etc. Bien important de programmer l'entraînement de la force avant celui de l'aérobie. Par la suite, c'est important de diminuer l'entraînement en force et augmenter celui de l'endurance aérobie à mesure que l'épreuve, la compétition arrive. Bien important de ne pas mettre un entraînement en force et un entraînement d'endurance la même journée, puisque un va avoir un impact sur l'autre. À moins que ce soit vraiment l'objectif de la séance, mais à long terme, ne pas faire ça la même journée. Souvent, ce qu'on entend dire que pour coter l'entraînement à force en endurance, c'est vraiment la plus optimale pour une dépense calorique. C'est un peu vrai, mais à quel point? Donc, si on compare ici un entraînement à 8 RM versus 15 RM, donc il y a une perte calorique de 3 à 5 par série d'entraînement à l'échec musculaire, donc pour le 15 RM. Si on calcule qu'en moyenne, il y a 15 séries par entraînement chez la plupart des gens, donc ça fait une différence calorique de seulement 75 entre les deux méthodes d'entraînement. Donc oui, il y a une différence, mais pas mal moins qu'on pouvait penser.
Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, coter? C'est de créer un déficit calorique. Donc, consommer moins de calories que vous en dépensez en activité physique. Pour ce qui est de l'entraînement, ben, ça peut être l'entraînement en force, hypertrophie, en variant les mécanismes, puisqu'il faut savoir que la force et l'endurance potentialisent l'hypertrophie et vice-versa. Puis finalement, la gestion de la récupération, le sommeil rentre là-dedans, le stress, l'alimentation, comme j'ai mentionné précédemment. Le deuxième qu'on va voir, c'est l'hypertrophie musculaire. Donc, l'hypertrophie musculaire, c'est la prise de masse, l'augmentation du volume des muscles. Donc, il faut savoir que ça contribuera éventuellement à augmenter la force maximale. On a vu qu'il y avait deux types d'hypertrophie dans les diapos précédentes, donc l'hypertrophie sarcoplasmique, puis l'hypertrophie fonctionnelle. Donc, l'hypertrophie sarcoplasmique, elle, c'est augmentation du volume, mais sans augmentation de la force. Donc, il y a plus de volume qui se fait au niveau des séries et des répétitions, tandis que l'hypertrophie fonctionnelle, aussi une augmentation de la grosseur des muscles, mais augmentation de la force également, donc plus d'intensité, plus de charge. Dans la littérature, il est dit que 6 à 8 répétitions, ça correspond à l'hypertrophie fonctionnelle et que 8 à 12 de l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais est-ce qu'il y a vraiment un nombre de répétitions parfaites? En fait, l'hypertrophie, c'est le résultat de l'augmentation de la taille des fibres musculaires. Donc, les fibres musculaires se développent une fois qu'elles ont détecté une tension. Donc, en réalité, c'est le temps sous tension qui dicte les effets de l'entraînement en hypertrophie. Donc, elle se crée entre 30 et 70 secondes. Seules les répétitions qui impliquent un grand nombre de fibres activées tout en raccourcissant une vitesse lente stimuleront l'hypertrophie. Donc, autant à, faut que ce soit à l'échelle musculaire très important, mais autant à 80% du 1RM qu'à 30% du 1RM, ça semblerait créer de l'hypertrophie. Suffit de jouer avec le tempo pour avoir le temps sous tension nécessaire. Les avantages de l'hypertrophie musculaire, bien, ça développe une phase de base. Donc, ceux qui sont débutants, c'est important qu'ils passent par là avant d'embarquer dans la force maximale. Et en même temps, c'est une méthode sécuritaire parce que seulement des poids modérés sont utilisés. Puis, c'est pratique pour, par exemple, les sports de combat, les athlètes qui veulent monter de catégorie de poids. Les inconvénients, bien, ça peut réduire l'amplitude de mouvement et la souplesse si on n'a pas des séances d'étirement d'intégrer dans notre programmation. Puis, l'inconvénient, ben, c'est le principe d'entraînement de la réversibilité, donc risque de perte de masse importante lorsqu'on arrête de s'entraîner en hypertrophie. En hypertrophie, il faut savoir qu'il y a 3 mécanismes pour stresser le muscle. Donc, il y a le stress mécanique, le stress métabolique et le dommage musculaire. Donc, le logo représente bien les 3 mécanismes puisque les 3 sont reliés. Les 1 ne va pas sans l'autre. Donc, bien important d'essayer d'intégrer les 3 types de stress dans nos séances de programmation d'hypertrophie. D'abord, le stress mécanique. Donc, il faut savoir que c'est le principal mécanisme en hypertrophie. Il est créé lorsque le muscle a une grande tension intramusculaire. Donc, pour avoir une bonne tension, il faut jouer avec le tempo, puis l'exposer à des temps sous tension, comme on a vu tantôt, entre 30 et 70 secondes. Donc, c'est la première partie de l'entraînement qui devrait viser le stress mécanique, ainsi que le recrutement des fibres rapides, parce que c'est elles qui ont le potentiel de grossir davantage. Donc, ce principe-là augmente la synthèse de protéines créées par justement la détection de la tension musculaire. Puis, c'est important, comme j'ai mentionné, d'avoir un bon tempo avec des charges lourdes. Le deuxième mécanisme en hypertrophie, c'est le stress métabolique, communément appelé la pompe. Le stress métabolique se crée lorsqu'on fait des longues séries, beaucoup de répétitions, puis que là, la petite sensation de brûlure apparaît, mais sans nécessairement aller à l'échec musculaire. Donc, ce stress crée principalement l'hypertrophie sarcoplasmique. On a vu tantôt que c'était l'hypertrophie qui n'augmentait pas nécessairement la force et que ça recrute principalement les fibres de vitesse moyenne et lente. Donc, la deuxième et troisième portion de notre séance d'entraînement en hypertrophie devrait viser ce type de stress-là. Donc, il y a l'accumulation des métabolites dans les cellules au cours de l'exercice, donc crée la sensation de brûlure, augmente la synthèse de protéines, augmente la sécrétion d'hormones anabolisantes qui, elles, en fait, agissent en tant que bâtisseurs des tissus musculaires. Puis, elle est importante, mais c'est quand même secondaire à la prise de masse. On a vu tantôt que le stress mécanique était la plus importante d'entre elles.
Puis, bâtir une base de force avant d'intégrer plus de pompe, donc de ne pas mettre la pompe vraiment en début de programmation de la séance. Et finalement, le dommage musculaire. Donc, ce mécanisme-là engendre l'hypertrophie suite à l'inflammation créée par l'entraînement, donc le raquage. Donc, les techniques d'entraînement à l'échec musculaire comme les drop sets, les supersets, puis les excentriques lents sont surtout responsables du dommage musculaire. Vous vous demandez probablement comment intégrer ces mécanismes-là à l'intérieur d'une séance d'hypertrophie. Donc, je vous explique ça. D'abord, il y a la phase d'activation qui est comme l'échauffement en fait. Donc, le but, c'est d'activer les muscles, augmenter la capacité de contraction, mais pas les fatiguer. OK? Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, 1 à 4 séries de 6 à 8 répétitions des groupes musculaires d'exercices faciles, des groupes musculaires qui vont être sollicités durant l'entraînement. Mais important de ne pas fatiguer. Par la suite vient la phase de recrutement. OK? Le but, c'est de recruter le plus de fibres musculaires possible, puisque plus elles sont recrutées, plus elles sont faciles à fatiguer, donc d'hypertrophie. Important de ne pas aller chercher l'échec musculaire tout de suite pour ne pas trop fatiguer le muscle, puisque l'emphase, c'est la stress mécanique, puis que c'est elle la plus importante pour les gains en hypertrophie. Donc, on recrute les fibres rapides qui ont plus de potentiel de créer l'hypertrophie et on fait des exercices un petit peu plus complexes. Par la suite vient la phase de recrutement fatigue où il faut recruter les fibres un petit peu plus lent. On focus sur la contraction et la pompe. On peut commencer à intégrer des exercices d'isolation. Par exemple, ce qu'on peut faire pour ce bloc-là, sur 4 séries, les 2 dernières, on pourrait intégrer de l'échec musculaire. Puis finalement, la phase de fatigue. Donc, fatiguer les fibres en optant pour des répétitions plus élevées et un temps de pause plus court. Donc, stress métabolique et du dommage musculaire. On fait de l'isolation et des techniques all-out, donc vraiment jusqu'à l'échec musculaire pour vraiment épuiser au maximum. Si on y va avec un exemple de programme ici qui est dos et pectoraux, ça fait en sorte que on a la phase d'activation ici avec 2 exercices qui vont solliciter justement pectoraux et dorsaux. Donc 6 à 8 répétitions comme on a mentionné, repos très très court, tempo normal, mais dans l'optique de ne pas fatiguer le muscle. Par la suite, on a la phase de recrutement, donc avec un superset agoniste-antagoniste. Donc, beaucoup de répétitions, beaucoup de séries à 5, des répétitions moins élevées, donc 6 à 8, on va chercher l'hypertrophie fonctionnelle avec un excentrique un petit peu plus lent, donc sur 4 secondes, et un repos de 90 secondes. Par la suite, on enchaîne avec la phase de recrutement fatigue, où ce qu'on regarde 2 exercices, on diminue le nombre de séries, on augmente le nombre de répétitions donc à 8 à 10, puis le tempo varie ici, puis on diminue le temps de récupération. Et on a la phase de fatigue, créer un peu plus de pompe. Donc, on augmente le nombre de répétitions, le nombre de séries a diminué un tout petit peu de 1, puis la récupération diminue encore une fois. Puis, après ça, on pourrait quasiment compléter avec la pompe push-up à échec musculaire, par exemple, ou pull-up. Si on regarde maintenant la fréquence d'entraînement selon le type de stress, bien important de spécifier que c'est pour le même groupe musculaire. Donc, pour un stress métabolique, c'est 2 à 4 fois par semaine. Mécanique, pas plus que 1 à 3 fois. Puis, le dommage musculaire, 1 à 2 fois. Le troisième que nous allons voir, c'est la force maximale. Donc, c'est la valeur la plus élevée de la force produite par une contraction maximale face à une résistance. Donc, être plus fort, soulever une charge plus lourde. Il faut savoir qu'il y a la force absolue et la force relative. Donc, la force absolue, c'est la capacité d'exercer une force maximale sans tenir compte du poids corporel. Puis, la force relative, donc, c'est le rapport entre la force absolue et le poids corporel. Donc, l'augmentation du poids corporel diminue la force relative. Donc, on a les 2 images ici. Donc, là, ici, on aura plus l'image de la force relative. Et ici, la force absolue. Donc, vous voyez la personne quand même assez chétive qui est capable, qui est puissante, qui est capable de soulever une charge assez lourde.
Donc, les avantages pour la force maximale, c'est que c'est spécifique à la décharge neurale du sport pratiqué, donc chez les athlètes, que ce soit au sprint, saut ou au lancer. Il n'y a pas d'hypertrophie qui limite le mouvement, puis que c'est un préalable à l'amélioration de la force vitale. Les désavantages, bien, c'est plus propice aux blessures parce que les charges sont plus lourdes. Souvent, les gens ne prennent pas conscience de leur technique, donc ça peut engendrer des blessures. Les temps de repos sont plus longs, donc ça peut être moins stimulant pour certains. Très difficile au niveau physiologique parce qu'on stresse le corps énormément. Puis, ça prend quand même une force de base au préalable pour débuter ce type d'entraînement-là. L'avant-dernier qu'on va voir, c'est la force-vitesse. Donc, c'est la capacité du système neuromusculaire à produire une impulsion maximale pendant une période déterminée. Donc, l'explosivité. La force comme la vitesse peuvent se travailler séparément, mais il est aussi très intéressant à faire travailler conjointement ces deux éléments de la puissance. Donc, force fois vitesse sera davantage axée sur le maintien d'une bonne vitesse d'exécution, puis la vitesse fois la force sera davantage axée sur la force et le maintien de la puissance pendant longtemps. L'intensité, donc le travail de la force-vitesse peut aussi s'effectuer avec ou sans charge. Donc, par exemple, des bondissements, la course sur résistance, etc. Afin de privilégier la vitesse d'exécution, préférez des charges inférieures à 30% de la charge maximale pour rechercher la plus grande vitesse d'exécution possible, sans laquelle l'efficacité de la méthode chuterait fortement. Donc, privilégiez les exercices globaux qui combinent dans un même geste plusieurs types de contractions musculaires. La durée de l'effort, c'est entre 2 et 15 secondes. La capacité et puissance du processus anaérobie lactique sont très sollicitées. Donc, préférez l'organisation par bloc de série ou encore en pyramide dans laquelle la durée des efforts croît jusqu'à 15 secondes ou descend. Donc, on peut faire par exemple 2 fois 5 secondes plus 2 fois 8 secondes, puis on monte en temps d'effort. Ou faire l'inverse, commencer avec 15 secondes d'explosivité, puis descendre jusqu'à 5 secondes. La récupération est en fonction de la durée de l'effort. Donc, on cherchera à profiter de l'effet d'excitabilité neuromusculaire généré par de tels exercices. En général, un ratio de temps d'effort repos d'au moins 1 pour 5 serait à privilégier. Donc, il faut être capable de reproduire un travail de qualité en conservant la même intensité. Donc, c'est pour ça qu'on veut beaucoup plus de repos pour ce type d'entraînement-là. Donc, privilégier une récupération active pour maintenir un haut degré de vigilance et de motivation sans que ça soit coûteux sur le plan énergétique. Donc, peut-être pas s'asseoir tout simplement sur un banc. Donc, rester actif, question de rester wake-up. Alors, qu'est-ce qui entre dans la force-vitesse? Bien, c'est l'haltérophilie d'abord. Sachez que on a une clinique également d'haltérophilie. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir notre page Facebook pour savoir les prochaines dates qu'elle pourra être donnée et vous y inscrire. Par la suite, il y a la pliométrie avec et sans charge qui entre dans la force-vitesse. Tout ce qui est geste explosif, puis geste répété avec surcharge, par exemple, dans les sports de lancer. Et le dernier, donc, on a l'endurance de force-vitesse qui est axée sur le maintien des qualités force et vitesse. Donc, qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est des circuits pliométriques intermittents, donc effort-repos, mais qui est beaucoup plus long que celui qu'on a vu précédemment. Donc, il faut que ce soit en continu, puis ça peut aller à des temps jusqu'à 45 secondes. C'est ce qui conclut mon atelier sur la musculation. J'espère que vous avez apprécié le contenu, que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Je vous laisse les références que j'ai utilisées pour la création du document. Donc, il y a beaucoup de titres intéressants là-dedans que je vous invite à aller voir si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.